Salut à tous, c'est samedi soir, bienvenue dans Backcheck XXL, le samedi. Eh oui, on vous en rajoute une couche, 15 minutes de plus, il y a 5 matchs au programme, dont un match de tous les dangers, un match quasiment au sommet de la peur, en tout cas entre Berne et Zouk ce soir, qui avait eu son pesant de cacahuètes. On est avec Serge Pelletier, on est avec Patrick Opliger, Stéphane bien sûr. Serge, pour toi, tu vas nous parler de quoi ou tu veux nous parler de quoi? Davos, 5e victoire d'affilée ce soir. Déjoue les pronostics de tous les experts dans ce début de saison. 5 à la suite. Je montre l'expert du début de saison. Patrick. Moi, je dirais que même si Hoffman n'a pas marqué, Zug marque de nouveau. Et ça, c'est une bonne chose pour les Zug. Et puis, Bienne s'impose à Lugano. Petit match, 2-1. Grand match de Hilaire. Efficacité maximum pour le HC Bienne. Voilà, une autre victoire. Direction les playoffs, finalement. Un match sur deux, une victoire sur deux. Une victoire sur deux. Ils ont cartonné au début, un match sur deux maintenant, direction les playoffs. Et puis, j'ai oublié de parler des arbitres. Bonne décision ce soir. Plusieurs bonnes décisions des officiels ce soir. On va regarder ça ensemble. Et puis, bien sûr, l'image du jour, c'est la victoire de Zoug après une séance de tir au but épique. Et ce pénalty notamment réussi par Sébia. On va parler de la soirée de National League d'ici quelques instants, mais avant cela, messieurs, place à l'actualité de notre équipe nationale, la Nati, qui reprend du service dans une année ô combien cruciale, puisqu'on vous rappelle que cette saison, à la fin, c'est le championnat du monde en Suisse, à Lausanne et à Zurich en 2020. Bien sûr, ça sera pour l'année prochaine, mais cette année, premier tournoi de préparation du côté de l'Allemagne, du côté de Krefeld, où Régis Serre aura le plaisir de vous commenter les 3 matchs que vous pourrez suivre, bien sûr, sur MySports. Mais on va s'intéresser à cette première sélection signé Patrick Fischer, prolonger le garçon pour 4 ans. Il en a de la chance. Nous aussi, très certainement, on se réjouit. Mais on va surtout découvrir cette sélection. On me dirait quelle introduction longue à rallonge. Mais on va bien sûr voir la liste de noms, Stéphane. Alors, on est habitué maintenant. C'est clairement pas l'équipe là qu'on va avoir au championnat du monde. Clairement pas. Par contre, beaucoup de jeunesse, des néophytes, et puis surtout des joueurs finalement qui carburent en ce début de saison. Oui, je la découvre avec vous. Regardez ces 3 jeunes gardiens, clairement. Simon Lecoultre, très, très jeune. Carrère, bon, c'est bientôt plus un jeune. Carrère, ça fait que 5 ans qu'on dit qu'il est jeune. Il a quand même 22-23 ans. Kreis Radgeb. Radgeb est dans l'équipe. Egli connaît un début de saison flamboyant. Eldner, très surpris. On va lui donner sa chance. Glauser, pas mal. Pachou, très surpris aussi, mais bon, il faut les prendre quelque part. On veut prendre des jeunes, donc il faut les prendre quelque part, vous allez me dire. Et en attaque, beaucoup. Thierry Bader, étonnant aussi. Il y a des bons contacts à Davos là, avec l'équipe nationale. Et Darius, Tyler Moy aussi. Tyler Moy, je me souvenais plus qu'il avait le passeport suisse. Je pensais que c'était un gars qui avait une licence suisse, mais il a vraiment le passeport suisse, une grand-mère ou je sais pas quoi. Et il y a des noms qui sont très, très, très étonnants. Je suis bien content de voir le petit Maillard aussi là-dedans. Mais voilà, c'est un tournoi classe biberon. Mais classe biberon, oui, mais Serge a quand même 2-3 joueurs là, qui pourraient marquer des points en vue, alors peut-être pas d'une participation pour les championnats du monde cette année, mais qui ont suivi la filière justement des M20, etc., et qui pourraient un petit peu... Qui peut vraiment être dans l'équipe là-dedans? Serge? Pius Suter. Pius Suter, sûrement, oui. Peut-être, oui. Bon, je pense que Rod, c'est peut-être le seul, si on peut dire, vétéran qu'on considère comme fait vétéran. Il a participé au dernier championnat du monde, hein, Noir. Oui. Il n'a pas eu beaucoup de place. Peut-être un Fetzini. Peut-être un Damien Riat peut venir mêler les cartes sur la toute fin. Il a été un des derniers retranchés la saison dernière. Par contre, qu'est-ce que je veux... le point que je veux discuter ce soir, c'est que c'est un peu à l'image du début de saison qu'on a assisté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que les jeunes ont été excellents depuis le début de la saison dans plusieurs clubs. Et puis, il y a des joueurs définitivement qui méritent leur sélection. Je pense, par contre, à Lecoultre, à Genève, qui a très, très bien fait depuis le début de la saison. Également, Desclous devant le filet. Et puis, avec cette sélection, je crois que Patrick Fischer veut également se donner de la profondeur. On voit qu'il a sélectionné 4 défenseurs gauchers, 4 défenseurs droitiers. Donc, on veut commencer à avoir vraiment
roster, comme on appelle, très, très étoffé. Lorsque arrivera le temps des décisions un peu plus importantes, bien, on va pouvoir un peu plus facilement tracer des noms et puis aller au suivant. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Et puis l'autre point, bien, on a vu le match ce soir entre Berne et Zug. Semblait avoir un peu de fatigue sur la glace par moment. Je pense que les jeunes ont des jeunes jambes. Donc, ils vont être à Krefeld en Allemagne, justement, pour cette Deutschland Cup, avec sûrement beaucoup de motivation. Donc, ça devrait donner une équipe de Suisse intéressante. Moser n'est pas là. Moser, le défenseur de Bienne, pourtant très jeune. Il avait été au championnat du monde l'année passée, a joué quelques matchs, a été blessé. Bienne a demandé à ce qu'il se repose. Et si tous les autres clubs avaient fait la même chose? Mais ça se passe parfois un petit peu comme ça aussi, selon les compétitions faites des clubs par rapport à ça. Bien, tout le monde a besoin de se reposer peut-être, non? Moser, est-ce que Moser est plus précieux? Mais peut-être qu'ils lui ont dit... Si je regarde, il y a combien de Biennois? 4. 4 Biennois, déjà dans la sélection. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, j'interprète ça bizarrement. Moi, j'ai un petit peu l'impression, on a déjà 4 Biennois, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'est pas dans l'équipe. Si on regarde la composition de l'équipe, on a environ 2 joueurs de chaque équipe. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais à part Bienne, où on a ces 4 joueurs, donc c'est peut-être une des raisons. Il y a beaucoup de blessés à Berne, il n'y a pas un Bernois. Pourtant, il y a des jeunes qui jouent. Bon, Heim aurait peut-être été là s'il n'avait pas été blessé. On a les deux jeunes là, qui ont le même nom. Bref, on va y retrouver les... À Berne? Oui, les 2 jeunes. Là. Des Gerbert. Oui, voilà. Qui ne sont pas là. Tu as besoin d'un conseil. Oui, non, il n'y a mais pas de problème. Il n'y a pas de souci. Le nom m'échappait. Je suis très surpris de voir Thierry Bader là, par exemple. À voir ce que ça va donner. Est-ce que moi, je suis à la place de Noah Rod, là? Est-ce que je suis content d'aller là? Pas à cause des autres coéquipiers, mais je suis le seul vétéran qui n'a pas le droit à un repos. Bon, si c'est son capitaine, c'est peut-être aussi lui donner un rôle, c'est peut-être un petit peu regarder un petit peu comment il va aussi. Hein. Peut-être. Vu comme ça, peut-être. Peut-être, mais... On a des réactions, messieurs, du côté justement de Genève Servette, puisqu'il y a notamment Guillaume Maillard qui sera présent, on l'a dit. Et puis on va écouter aussi la réaction de Simon Lecoultre à la suite justement de cette nomination, en tout cas de cette sélection pour la Deutschland Cup. Bah, merci tout d'abord. Et oui, je suis très fier. Ça montre que le travail que je fournis à l'entraînement et les jours de match, ça paye. Mais après, c'est qu'un début et la saison, elle reste encore longue. Bah ouais, évidemment, je suis très fier. Je m'y attendais pas vraiment, mais quand le coach m'a appelé, j'étais vraiment très content. Et voilà, on va voir ce que ça va donner que cette équipe de Suisse. Rendez-vous donc le week-end prochain avec notamment un studio. Ça sera pour la 3e rencontre. Tous les matchs sont à suivre. Mais ça sera le dimanche à 10h40 pour un Suisse-Russie. Messieurs, on va se plonger maintenant dans la National League. Le premier match qu'on va passer sous la loupe, c'est celui d'Ambry contre Zurich. Ambry qui s'était imposé la veille face à Bienne. De quoi surfer, pourquoi pas, sur cette vague pour les hommes de Luca Cereda. Et pourquoi pas enchaîner, parce qu'on a besoin de points du côté de la Levantine. Et pourtant, c'est Zurich qui va ouvrir le score grâce à Bernie. Un assist de l'inévitable Garrett Rowe. Un de plus en banque et Zurich qui passe devant. 12e minute de jeu. Une équipe d'Ambry, et on le sait, c'est ô combien difficile d'aller jouer du côté de la Valachia. C'est pas encore très froid, ça va là. Alors, je ne sais pas s'il faisait pas encore très froid, mais on a vu la veste de Grunborg ce soir du côté d'Ambry. Serge, on a dû lui mentir quelque peu sur la température ambiante. Je pense qu'il a pris en Suède sa veste pour l'amener spécialement ce soir à Ambry. Effectivement, et sûrement que ses joueurs lui ont dit « Ah, tu vas voir ce soir, c'est très froid à Ambry » et il n'a pris aucun risque. Aucun risque, oui. Matt D'Agostini, on le connaît, Patrick Opliger, mais il est toujours aussi efficace quand même, en one-timer. Ouais. Un des joueurs qui possède un des meilleurs shoots du championnat. On peut dire dans son bureau, à la bonne place, et puis le shoot direct comme d'habitude. Rien à dire, splendide. C'est un but qui semble être en power play, mais c'est officiellement pas en power play. C'est marqué à la seconde où le joueur venait de sortir sur la glace, mais on ne le voyait pas. Parce que ce soir, dans les statistiques officielles, Ambry 0 en 7 en power play. Oh, mais c'est presque 1, là, à part ça. C'est presque 1, c'est la conséquence du power play, parce qu'on voit qu'ils sont 4, mais statistiquement 0 en 7, ou 1 en 7 au mieux. D'Agostini, on va le retrouver en deuxième période. De buteur, il va se muer en passeur pour la réussite de Hofer. 6e but quand même pour le futur biennois. Ça aussi, voilà, on sait, Tsverger revient un peu aux affaires, Serge.
mais Hofer, c'est un des joueurs qui peut et qui doit marquer aussi du côté d'Ambry. Oui, effectivement. Jolie passe d'Agostini pour Hofer. Hofer, je veux dire, c'est un joueur très important pour Ambry, déjà parce qu'il fait partie de leur top 6. Moi, je trouve que c'est une très bonne signature de la part de Bienne, justement, de miser sur ce joueur-là pour la saison prochaine. Et puis, il a fait très bien la saison passée. Il fait encore très bien cette saison à Ambry. Bonne acquisition pour Bienne. Et le 2-2, Zurich qui va égaliser. On est en troisième période, 50e minute de jeu. Le 5-4 signé Blindenbacher sur un assist de Gehring. Blindenbacher, il n'avait plus marqué, Patrick. Attention, sortez-moi le calendrier. 18 février 2017. Voilà, il a été souvent blessé. Il a été souvent blessé, c'est vrai. Oui. Mais ça nous montre là l'importance de mettre le puck au but. Il y avait un petit peu de trafic devant le gardien et directement, c'est goal. Alors, mettre le puck au but, là aussi, l'illustration parfaite, c'est Noro qui va crucifier finalement les Levantins à la 60e minute de jeu. On allait voir la vidéo sur ce but, Stéphane, parce que Bodenman, il gratte un petit peu. Bodenman pousse un peu vers la cage. Ngoy tente de le pousser vers l'extérieur. Regardez, Bodenman pousse. Ngoy aussi. Donc, force un peu le passage dans le demi-cercle du gardien. Mais le puck est rentré avant qu'il y ait contact, avant que ça gêne éventuellement le gardien. Le puck a traversé la ligne. Pour moi, c'est une bonne décision des officiels, mais là, c'était pas facile. Parce que si le puck rentre peut-être une seconde ou deux après, à mon avis, il n'y a pas but. Et là, je pense qu'on voit le puck traverser la ligne, puis après, on voit Bodenman arriver. Sébastien Beaulieu, s'il était ici, vous dirait « Ah, ça a quand même gêné le gardien parce qu'il arrivait dans le demi-cercle, ça l'a gêné. » Il vous dirait ça parce qu'il aurait peut-être été plus loin dans son demi-cercle. Donc, il y a une conséquence. Il n'a pas pu intervenir, en fait. Exactement. C'était Sébastien Beaulieu, coach de gardien, dit toujours ça. Il dit, ouais, mais les arbitres sont trop laxistes parce que ça gêne quand même le gardien dans son positionnement, même s'il n'y a pas de contact, ça l'oblige à être plus profondément. Donc, la conséquence, le fait qu'il est... Moi, à mon avis, c'est une bonne décision parce que là, si on commence à pinailler comme ça, on s'en sort pas. Oh, on peut faire que des pénaltys, hein, puis il n'y a plus de... Il n'y a plus d'obstruction, mais encore, tu serais surpris. Hein. Il y a déjà en pénalty, il y a déjà des gars qui ont fait des obstructions sur le gardien. Pendant pénalty? Oui, c'est déjà arrivé, bien sûr. Le gars, il fait sa fin, il tombe, frappe le gardien, le puck glisse entre les jambes, no goal. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, je vous le promets, c'est déjà arrivé. Dans les centaines de vidéos que j'ai regardées d'arbitrage, c'est déjà arrivé. Pas à moi, mais c'est déjà arrivé. On te croit. En tout cas, victoire de Zurich 3-2. Ambry qui a réalisé un bon match quand même, hein, Serge. Ça, c'est mal payé, on va dire, Ambry ce soir. Mal payé, surtout que, je veux dire, ils ont été dans le match toute la soirée. Ils ont même été devant au score. C'est malheureux pour eux. Je veux dire, à la fin, il y a le jeune Trisconi, justement, qui est ailier droit, qui joue, justement, qui doit marquer Noro, qui est défenseur gauche dans cette situation-là. Et puis, malheureusement, il échappe une fraction de seconde. Et puis, c'est le but de la victoire pour Zurich. But de la victoire pour Zurich qui s'impose donc 3-2 en leader du côté d'Ambry. On passe d'un club tessinois à l'autre. C'est Lugano qui affrontait Bienne ce soir. Bienne battu la veille par Ambry Piotta. Donc véritablement un week-end tessinois. Et du côté de Lugano, pour Bienne, ça commence mal, surtout pour Ria, avec une blessure finalement à la suite de ce tir de fait. Il est en déséquilibre. Et si vous étiez avec nous pendant la soirée, vous saurez que les joueurs détestent porter des cache-oreilles. Patrick Opliguer. Et pourtant, moi, si j'étais vous, je mettrais peut-être une petite piécette, parce qu'une telle blessure, ça va peut-être relancer les affaires de la société productrice de ces cache-oreilles. Oui, c'est vrai qu'il va peut-être mettre ses protèges-oreilles à l'avenir. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose pour qu'on réagisse, malheureusement. C'est possible. En tout cas, Ria n'a pas rejoué après, donc un blessé après à peine quelques secondes de jeu. Il a joué moins d'une minute. Ensuite, on sera en deuxième période. Ça sera l'ouverture du score en supériorité numérique. Vienne, non, c'est pas en supériorité numérique, mais c'est Kreis, backdoor, qui va réussir à récupérer cette très belle passe, Serge, signée Tony Rayala, qui rappelle que c'est un buteur, mais c'est aussi un passeur. Oui, on est surtout habitué de voir Rayala, justement, avec son tir foudroyant. Cette fois, je veux dire, c'est une passe au millimètre près sur le défenseur qui glisse backdoor derrière. Très beau but en power play sur la séquence. Moi, je pense que c'est un centre au deuxième poteau. D'accord. Allez Stéphane, tiens, tu vas continuer justement de nous expliquer pourquoi ce but finalement biennois va être annulé. Cette réussite de Kunti et donc après vidéo, on va l'annuler. Ben, moi, je pense que Kunti, même si c'est les porteurs de la rondelle, ça ne lui donne pas le droit de toucher le gardien. Regardez, passe dans le demi-cercle du gardien, contact accidentel avec le gardien. Il n'y a pas matière à pénalité, accidentel. Regardez, hop, contact avec le gardien. Au moment où il fait le contact,
Le puck passe après. Et le but est justement, à mon avis, justement refusé. Parce que là, il y a une grande conséquence. Le gardien n'a pas la possibilité de faire le même arrêt. Ça le gêne vraiment. Contact accidentel dans le demi-cercle. Bim, but annulé. On est d'accord. No goal, bonne décision arbitrale. Oui. Et tu nous l'as dit, Stéphane, au préambule de cette émission, il y a eu des bonnes décisions ce soir Oui. de la part des arbitres. Oui. On sera en troisième période, l'égalisation du HC Lugano en supériorité numérique, celle-ci, j'en suis sûr, signé Romain Leffel avec Clazen pour l'assist. Et bim, Romain Leffel qui retrouve de la vista finalement, Patrick Opliguer. Parce qu'on l'a engagé pour ça, hein, Lugano. Oui, c'est vrai qu'il a un shoot qui est incroyable. Dangereux sur la ligne bleue. Lui, il est engagé pour marquer des goals depuis la ligne bleue et puis il l'a bien fait. Petit travail de la Yunen. Oh, La je Union pourrais quelqu'un. qui masque, il a n'a rien vu sur cette séquence. Neuyen Schwander qui va marquer le deuxième et le game winning goal finalement pour le HC Bienne. Alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. C'est Neuyen Schwander qui le touche vraiment parce que ça dévie sur le patin du défenseur. Regardez. Non? Non, c'est Neuyen Schwander qui l'a fait dévier. J'avais l'impression que c'était sur le patin du défenseur quand on l'a vu. Mais Neuyen Schwander touche vraiment cette rondelle. HC Bienne s'impose par la plus petite des marges. Ouais, puis très belle passe de Stéphane Ulmer. C'est Ulmer qui a fait cette passe-là. Ulmer qui est engagé comme défenseur droitier, puis là, il joue à l'aile droite. Ouais. Il joue beaucoup en attaque cette saison. Ouais. Et Bienne qui tout simplement s'est imposé 2-1. Il y a eu un no-goal de Lugano finalement. Je ne sais pas si on va le voir. À la 59e minute. Oui, avec la main. On me dit avec oui. la main, c'est, à mon avis, assez évident. Regardez, l'arbitre va s'avancer. Il le voit. Regardez, l'arbitre, là, avec un coup de vent, il s'envole. C'est un petit peu de vent ce soir-là, il s'envole tellement il a fait non souvent. Regardez. Tac. Là, regardez, c'est le joueur qui est couché qui le pousse avec la main gauche. Tous les joueurs, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois l'arbitre a dit non. Une 7e fois, c'est la But annulé. But annulé. Bonne décision arbitrale. Bonne décision. C'est facile, celle-là. Honnêtement, c'est facile. Celle-là. Tu l'aurais fait, toi. Dans l'angle où il était, on voit qu'il avait un axe pour le voir. Il a tout de suite dit non. Il était sûr de son coup. Il y a même un défenseur de Bienne qui ont levé la main gauche en plus pour passer avec la main. Bon, une réaction après cette victoire biennoise? Oui. Allez, écoutons tout de suite, après ce succès du HC Bienne, la réaction d'un certain Jason Fuchs. Jason Fuchs, victoire à Lugano, c'est plutôt une bonne chose pour s'envoyer maintenant. Jason Fuchs, victoire à Lugano, pas mal pour commencer la pause internationale. Ouais, c'est sûr, ça fait du bien, surtout après le match de hier aussi. On avait besoin et on avait envie d'avoir une bonne réaction ce soir. Ça a été un match très serré du début à la fin. On a réussi sur un semi-contre à gagner le match et puis une grosse prestation aussi de Jonas au but. C'est une force du HC Bienne de trouver toujours des solutions pour s'imposer. Encore une fois, par la plus petite des marges, un seul but. Comment vous expliquez que ça arrive aussi souvent? Ouais, c'est dur à dire. Je pense que si tu joues bien défensivement, qu'à 5 contre 5, tu ne donnes pas de but, ça te donne déjà un gros avantage. Et puis, c'est sûr que ça ne nous déplairait pas d'en mettre 2 ou 3 de plus, mais on prend quand même les points, même s'il n'y a qu'un but d'écart. Merci, Jason. Pas besoin, hein Serge? C'est facile. Quand on a un bon gardien, 2 buts suffisent pour gagner un match. Effectivement. Et puis, Bienne nous a habitués à ça depuis le début de la saison. Souvent, les matchs qui sont très, très serrés, ils réussissent à passer l'épaule en fin de match avec un but important, différent seulement d'un but. Ils ont fait beaucoup de victoires jusqu'à maintenant de cette façon-là. Une de plus ce soir à Lugano. Et puis Patrick Opliguer, Saint-Hilaire était une nouvelle fois dans la cage. Et tout semble plus simple pour le HC Bienne. Ah oui, c'est facile, hein, quand vous avez quelqu'un qui bloque tous les pucks derrière. Ça enlève un petit peu de pression, on peut prendre un petit peu plus de risques et puis ça paye. Exact. Ça change tout. Il a rejoué? Pardon? Il n'était pas fatigué, il a pu rejouer? C'est vrai, 2 matchs en 2 jours? C'est fou, ça. Ah, mais il y a la pause cette semaine. Ah, voilà, c'est pour ça. Ah, il a dit qu'il va pouvoir récupérer, tu auras le temps de récupérer. Et puis du côté de Bienne, peut-être qu'on va faire un petit peu de foot parce qu'on a vu Jason Fuchs, là, j'ai envie de dire avec le bonnet sponsor oblige sur la tête pour répondre à l'interview. Mais durant l'été, il a défié un de ses coéquipiers, un certain Kevin Fay, dans notre May Challenge. Sur justement du football, ça va te plaire Stéphane, tu vas apprendre 2-3 trucs, vous allez voir, il y a de la bonne humeur justement parmi les coéquipiers du HC Bienne, on regarde. Il y a un truc que je voulais toujours te dire, Chazon. Vas-y. Avec tous tes tatouages, tu ressembles un peu à ces footballeurs. Ouais, je m'inspire un peu d'eux. Je suis pas mal au foot, honnêtement, donc
Je te lance un petit défi, à voir qui c'est le meilleur entre nous deux. En tout cas, toute ta chance, c'est moi. On verra sur le terrain, hein. On y va. Allez. C'était le gauche. C'était le mauvais. Mais je savais. J'ai pas le courage de plonger. C'est mouillé par terre. Merde. Non! Ça fait mal. Merde. Aïe. Ça va? Ouais. Ah ouais. Pour la caméra, le biceps. Aucune chance. Non! Trop de force dans les cuisses. Trop de force. Ah, faut refaire. Bon, attendu. Allô, allô? Oh, je dis pas trop haut. Oh, le blaireau! Le blaireau! Mais la balle, elle revient pas tout seul, hein? Oh! Presque! Presque, dommage. Tu mettais pas bien 10 centres, là, hein? On va voir si Il c'était la chance. y a encore la trace sur la latte. Des traces dans ta culotte, ouais. Voilà! Voilà, tes J'ai traces. dit, j'ai dû courir Ça jusque s'appelle là-bas. traces de freinage. Faut pas mettre des culottes blanches, toi. T'as acheté où tes chaussures? Sur Internet, je n'ose pas faire la pub. Elles sont jolies en tout cas. Ils sont bien pour faire du foot. Ah, Tu vois? un blaireau pareil à côté quand tu veux te concentrer. Pas se foutre de la gueule du monde. Ouh, C'était pas loin ça. C'est tout ou rien là. Hein? Ya! Ya! Ça, c'est la qualité. On voit la qualité derrière ce shoot. Un, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ah! 6! Je touche la dernière 2 fois, je crois. Pas pour beurre. Tout le monde a entendu. commence. Pas pour beurre. Il le bouffe, le beurre, lui. 4, 5, 6, 9. Chaud. J'ai arrêté de compter là parce qu'il faut 16, que je 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Mais vous voyez, il fait sur un 24, pied. L'autre 25, pied, il est où l'autre 26, pied? Il est 27, où l'autre 28, pied? 9, Il est 30, où l'autre 31, pied? 32, Il est où 33, l'autre pied? 34, 35, 36, 37, Ouais, mais sur 38, un pied. 39, 40, Je refais sur un pied, 41, 50. 42, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh! Je suis le gagnant des cœurs. Félicitations, Jason. Merci, je pense. Je sais pas, tu l'as mérité, mais voilà, ma foi, comme j'ai déjà répété ou dit avant, même une poule aveugle trouve de temps en temps un petit grain. Félicitations. Merci, merci. J'avais aucun doute sur la victoire aujourd'hui. J'étais conscient d'être le meilleur sur le terrain. C'était facile, mais merci quand même d'avoir participé. L'important, c'est de participer. Hein. C'est pas faux. On a trouvé plus fort que Stéphane pour les expressions. Kevin fait, même une poule aveugle trouve parfois un petit grain, Stéphane. J'ai jamais entendu celle-là. Ah, moi non plus. Non? Comme quoi tout est possible. Ah, très populaire du côté de Châtillon, hein. Au niveau évidemment de ce dicton. Très sympa. Patrick, une rentrée depuis Davos avec Kevin Fay. Je ne sais pas s'il tape doit le être carton sympa. comme il joue au foot, mais ça va être sympa. Ah, ça doit être sympa. Je pense que c'est des bonnes rentrées dans le bus avec des gars comme ça. Bien vous train en tout cas, Kevin Fay, sur ce coup-ci. Allez messieurs, on va retourner à la National League, cette fois-ci un peu plus de sérieux, si vous voulez bien, avec Davos qui recevait le Lausanne Hockey Club. Lausanne qui restait sur une démonstration offensive, hein, 5-0 face à Berne à domicile. Mais surtout Davos, c'est The Equipe Surprise depuis le début de la saison.
Que s'est-il passé? Rien pendant les 20 premières minutes de jeu, 0-0. Ça va se décanter ensuite avec cette ouverture du score signé Berchi à 5 contre 4. Le powerplay de Lausanne, Stéphane, qui avait recommencé à travailler face à Berne, parce qu'il tout sautait un peu. Et finalement, on se dit, bon, c'est bien parti pour Lausanne au 0. Oui, exactement. Lausanne qui a marqué ses derniers matchs après une longue disette, a marqué contre Fribourg, contre Rapi, hier aussi. Et puis, c'est un très, très beau but là, de Berchi qui bat le gardien au premier poteau. Mais pendant moins de 3 minutes, ça va se gâter pour Lausanne qui va encaisser 3 buts. Signé Baumgartner, le premier. Baumgartner, il est on fire, Serge, depuis le début de cette saison. Oui, attaquant très dynamique. Je pense qu'il a fait voir de jolies choses depuis le début de la saison. Et puis, il ne faudra pas s'étonner que lui aussi reçoit une convocation de l'équipe nationale tôt ou tard. Avec l'Autriche. C'est un Autrichien. C'est un Autrichien, un paquet à Davos. À Davos, il y a plein d'Autrichiens. On n'est pas loin de l'Autriche. Suisse. En même temps. Avec Staup, le 2-1 avec assist de Guerra. Staup, cette fois-ci, et ce puck qui va glisser entre les jambières de Tobias Stéphane. Patrick, là, il va connaître 3 minutes horribilis, Tobias Stéphane. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été aidé énormément non plus, mais c'est vrai que là, on voit, il ne peut pas voir le puck arriver. Et de toute façon, Davos, en ce moment, chaque shoot rentre, donc très difficile pour le c'est le cas de le dire. Ils ont un taux de réussite insolent. Palouchaï pour le 3e. On est passé de la 27e minute à la 30e minute de jeu. Et Davos a marqué 3 fois en supériorité numérique pour celle-ci. C'en est trop pour Tobias Stéphane. Changement de gardien du côté de Lausanne. Ce qui semble finalement assez logique, Serge. Votre gardien en prend 3 en l'espace de moins de 3 minutes. Alors, vous devez réagir, vous n'avez pas de choix. Oui, effectivement. Disons que comme entraîneur, tu as le temps mort pour réveiller les troupes. Tu as le changement de gardien également, si tu veux conserver ton temps mort pour la suite. Donc, Vili Peltonen a opté pour le changement de gardien en ce début de match. Donc, Chris Maxorley avait encore l'option « je détruis la porte de Moudon », comme ça, du côté de Berne, mais ça se fait une fois. Après, ça sent le réchauffer, vous n'avez pas le droit de leur sortir. Palouchaï, 4-1, 5 contre 4, une nouvelle fois. L'habitude de voir Rantakari, quand Rantakari a un petit peu plus de peine, c'est Palouchaï qui trouve le chemin des filets. Cela, c'est un beau tir sur réception, en pleine lucarne, dans le petit filet. On va utiliser l'expression de foot ce soir, c'est le main challenge de foot. Mais par contre, Lausanne revient au score et va chauffer les fesses de Davos. Vermin va marquer son premier de la soirée. Oui, en effet, la réduction du score, on est toujours en deuxième période. Vermin pour le 4-2 assist de Nodari et de Jeffrey. Tout est encore possible, mais en troisième période, Lausanne va revenir, en effet, Stéphane, encore une fois par Joël Vermin. En plus, on est encore assez en début de période, 44e minute de jeu, en powerplay, une nouvelle fois, si vous le voulez bien. Le petit coup d'œil de Younland pour Vermin, ça c'est magnifique. C'est 4-3, mais ça sera le score final. Davos qui va tenir Patrick Opliger, 5e victoire de suite pour Davos. Je sais que c'est difficile toujours d'aller jouer à Davos, à cause de l'altitude, tout ça, il y a moins d'oxygène, mais enfin quand même. Moi, je dirais surtout que c'est le voyage qui est assez long, toujours jusqu'à Davos, et de se mettre dans le match, c'est pas évident, mais c'est vrai que Davos joue bien en ce moment. Il y a tout qui tourne dans l'ordre. Il y a tout qui va bien, il shoot, ça rentre. Ils ont des belles occasions, les jeunes qui tournent, ça fonctionne. Les pénalités ont coûté cher peut-être à Lausanne. Ce soir, 2 buts en 9 supériorités numériques pour Davos. 9 supériorités numériques. Davos a joué 14 minutes 50 avec un homme de plus. Pour Lausanne, c'est 2 buts en powerplay en 3 petites occasions, 4,34 de powerplay. Donc là, indiscipline, on n'a pas vu toutes les pénalités, sévérité des arbitres, mais en tout cas l'indiscipline. Et moi, j'aimerais parler. Tobias Stéphane a été chassé, a accordé 3 buts sur 13 tirs. Mais je ne l'ai pas trouvé spécialement faible sur ce qu'on a vu, le puck à dévier, il ne voit pas le puck, etc. Je pense qu'il a voulu secouer son équipe plus qu'autre chose. Lindbaum est devenu, je pense, le défenseur numéro 1 de cette équipe-là. Ce soir, 24 minutes 40 de temps de jeu. On parle de lui comme un vrai général à la défense. C'est un gars très défensif. Maintenant, il fait tout. J'aime beaucoup, moi, ce Lindbaum. Et puis, Tobias Stéphane, on l'a changé pour secouer l'équipe. Il a fait 2 matchs en 2 soirs. T'es fatigué, peut-être? C'est la première fois cette année qu'il fait ça. Peut-être qu'on ne fera plus. Ah, peut-être qu'on ne fera plus, je ne sais pas, mais c'est cette équipe lausannoise. Bon, alors, OK, d'accord, Davos, c'est 5 victoires de suite. Il y a la pause aussi. Mais on s'attend à prendre un gros match quand même face à Berne, mais ils ont dominé leur sujet, etc. On s'attend pas forcément à ce qu'ils en encaissent 4 quoi, à Davos. C'est surtout ça, quoi. Puisque la défaite, peut-être c'est encaissé 4 goals, quoi.
Moi, ce soir, c'est un beau challenge justement pour Lausanne d'aller dans les grisons et puis confirmer la belle victoire obtenue hier contre Berne. On voit que Lausanne, par moments, une équipe exceptionnelle. Par d'autres moments, on a tendance un peu à s'endormir. Ça alterne. Le chaud et le froid. Le chaud et le froid, le bon et le moins bon. On a vu encore ce soir, il reste encore plusieurs matchs pour trouver une certaine régularité. Mais Davos, est-ce que Davos va réussir à tenir ce rythme-là, messieurs? Virtuellement, ils sont premiers, un point par match. Ils joueront encore. Ils joueront encore, parce qu'il y aura le match Lausanne-Davos. Mardi soir, ouais. Mardi. Bah oui, ça a été avancé, puisqu'il y a les qualifications pour la Ligue des Champions. Ouais. Et du coup, jouer après la pause de l'équipe nationale. Bah, ils joueront justement mardi, les deux mêmes formations qui se retrouveront. Allez, réaction du côté de Lausanne après cette défaite, donc dans les grisons. On va écouter la réaction de Berchi. Christophe Berchi, Lausanne s'incline 4-3. Ce soir, on a envie de dire que vous avez tout perdu dans le deuxième tiers, là, en l'espace de 3-4 minutes. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi Lausanne, tout d'un coup, a arrêté de jouer? Je pense pas qu'on a arrêté de jouer, mais eux, ils avaient juste une bonne phase, c'est 3-4-5 minutes. Et puis, on a un peu perdu notre balance en défense, et puis ils ont pu marquer 3 goals tout de suite. Alors, ça nous a cassé la nuque aujourd'hui. Ouais. Beaucoup de pénalités aussi, beaucoup d'énergie du coup dépensée avec un nombre de moins. C'est ce qu'il a peut-être manqué en fin de match. Oui, c'est clair, on prend beaucoup trop de pénalités ce soir aussi. On veut sûrement pas jouer autant en box-play. Et puis, ouais, malgré ça, je pense qu'on a été dans le match. 4-3, on s'est bien battu. On a bien défendu. En box-play, on a très bien joué. Je pense qu'ils ont un très bon power-play. Et puis, on s'est bien adapté à ça. Mais ouais, comme j'ai dit, on a pris trop de pénalités pour gagner ce match ce soir. Merci. Voilà, un petit peu la même analyse que toi, finalement. Trop de pénalités, Stéphane, ce soir pour Lausanne. On va passer à Langnau. Langnau-Rapperswil. Rapperswil qui avait été battu à la veille, justement, par cette équipe de Davos. Et Langnau, c'est toujours très difficile d'aller jouer du côté de l'Elfis. Rappelez-vous, ça fait partie des patinoires. C'est toujours très difficile. Et Rapperswil, à l'apprendre à ses dépens. Langnau qui va ouvrir le score à la 11e minute de jeu par Benjamin Neukomm, avec cette entrée de zone et finalement cette ouverture du score où Serge, il n'y a pas de surnombre là-dedans. Oui, je pense que Niffler ne s'attendait nullement à un tir de cet endroit-là. Il se fait surprendre du côté du gant. On voit qu'il n'est pas vraiment préparé. Le gant n'est pas sorti en bonne position et puis il se fait surprendre par Neukomm. L'égalisation signée Hussler du côté de Rapperswil qui avait connu un énorme raté face à Davos la veille. Et cette fois-ci, qui va réussir à glisser ce puck au fond du filet. On va quand même aller voir la vidéo, Stéphane, sur cette réussite. Ah bon? Et là, tu vas me dire pourquoi. Je veux dire, je n'en sais strictement rien, mais en régie, on m'a dit on allait voir la vidéo pour cette réussite. Contact avec le gardien, présence dans la zone. Voilà, apparemment, il y avait une présence dans la zone. Mais en tout cas, on a accordé. Peut-être, ouais, il y a un petit contact du patin, ouais, éventuellement. Ouais, mais le gars est ressorti. Peut-être que c'est le gardien sûrement qui a discuté. Donc, on n'a pas besoin de faire de challenge parce que les arbitres vont volontiers voir la vidéo. Et on rappelle que ce soir, les arbitres avaient raison parce qu'ils ont fait un très, très bon travail, il faut le souligner. Il me semble qu'à la date, on est assez d'accord avec les décisions. Absolument. Il y en aura d'autres à venir, d'ailleurs. Allez, blessure de Di Domenico, le point noir pour Langnau ce soir, puisque Di Domenico ne va pas terminer la première période. Épaule contre épaule. La tournée. Épaule gauche. Ça sent l'acromioclaviculaire, ça, regardez. Aïe. Voilà. Épaule contre épaule, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de matière à pénalité, on est frapper d'accord. avec l'épaule, c'est toujours très, très, très dangereux. Souvent, il faut aller avec le corps par devant. Maintenant, c'est ce qu'on enseigne beaucoup aux jeunes maintenant, d'aller avec le corps devant. Parce que quand vous avez l'épaule contre l'épaule, c'est la touche de piano, l'acromioclaviculaire, ping, la clavicule fait comme ça, et puis ça fait mal. T'en as eu combien, toi, dans ta carrière? Non, la clavicule, jamais. Entorse l'acromioclaviculaire, jamais? Non. Mais j'ai jamais fait de check de ma carrière, moi. Mais c'est une blessure assez fréquente. Ouais. On a souvent les deux gars qui ont les clavicules. Moi, j'ai celle-là, d'ailleurs. Combien de semaines? Ça dépend du degré. Ça dépend de la taille de la touche. Exactement. On appelle ça la touche de piano parce que la clavicule, elle sort un peu quand vous touchez le coin de votre épaule. Là. La clavicule, les ligaments sont distendus. C'est de la douleur. On dit toujours que c'est que de la douleur, mais je peux vous dire que ça fait mal. Parce que quand vous recommencez et vous recevez un autre choc dessus,
retire encore un petit coup. Donc, la saison est longue après. On n'a pas besoin d'opérer. On opère rarement parce que c'est 6 mois normalement de réhabilitation. Si vous opérez ça, c'est 6 mois. Là, on accorde, on attache tout ça, on recolle la clavicule et c'est 6 mois de réhabilitation. Puis c'est pas garanti que c'est solide après. On verra pour Di Domenico. Dr Rochette fera une ordonnance. Allez, on sera en deuxième période avec Leger qui va marquer déjà le game-winning goal à la 34e minute de jeu. Assist de Glauser. Avec ce puck qui va revenir à la ligne bleue, 1 mètre tir. Et finalement, Leger qui peut donc marquer. C'est pas les marqueurs habituels du côté de Langnau ce soir. C'est les employés de soutien qui ont marqué des buts. On l'a vu avant, le tir de Leger. Vidéo, non? Tu as la vidéo pour celle-là? Je pense pas quand même. Regardez, Nifeler pourtant est en... Il voit ce puck-là. Il a dévié. On l'a dévié. Il a dévié. Leger. De la ligne bleue. Et le festival Schmutz qui va marquer 2 fois. Le premier en fin de période, de deuxième période. En déjouant Nifeler. Il a complètement enrhumé Patrick Opliger sur ce coup-ci. Oui, belle feinte. Déjà le 1 contre le défenseur. Il gagne son duel et puis là, petite feinte à gauche, il repart à droite. Nifeler qui... à mon avis, voilà, il bouge un petit peu trop vite, mais belle feinte. Oh, la feinte est magnifique. En football, on dirait petit pont, passement de jambes, feinte de corps, et but. D'accord. C'est pour Stéphane. Et ça se passera moins aussi vite que ça. Un petit coup Schmutz. Oh là, celui-là, elle est rapide. Ça, c'est un but à la Guy Lafleur, 1975-76. Il rentre, il bat le gardien. Raglas, tirer fort, Raglas, il n'y a pas le gardien. Pas qu'à lever un peu, je pense, quand même. Oui, juste au-dessus de la jambe. Ça, c'est un super tir aussi, les gars. Ouais, regardez, le gardien, il est sorti, il est au moins 1 mètre devant son demi-cercle. Imparable. Il n'y a pas de possibilité de passe, mais le tir est parfait. Par contre, du côté de Rapperswil, Patrick Opliger, là, ça toussote un peu. Là, on marque le coup, la pause arrive. Hein, parce qu'au niveau de la statistique des shoots, c'est 35-17 petits shoots. Seulement pour Rapperswil ce soir. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu un super début de saison, mais maintenant, on voit qu'ils appartiennent dans le bas du tableau. Et puis, c'est ce qu'on attendait en début de saison. Mais... Chervenka est blessé. Hein. Ça fait un paquet de temps. Ça fait un mois qu'il est blessé au jour le jour. Ouais, mais ça fait un mois au jour le jour, là. Mais je sais pas, Serge, moi je suis. Bon, il y a des problèmes de santé pour Tomlinson, donc le head coach il n'est pas là non plus, hein, parce qu'il a dû subir une opération importante. Mais là, du côté de la direction de Rapperswil, peut-être un manque d'expérience. Ouais, il faut faire quelque avec chose. Steinman qui est quand même assez jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience dans le métier. Oui, parce qu'une fois que tu descends sous la barre dans une équipe comme Rapperswil, ça devient difficile de pouvoir remonter en haut de la barre par la suite. Alors, effectivement, là, c'était le moment d'intervenir, d'être proactif avec certaines décisions. On était patient, on a fait confiance aux joueurs qui étaient en place. Et puis, c'est peut-être des points qui risquent de manquer à la fin de la saison. 3 chiffres pour ce soir, messieurs. Il y a eu une pénalité mineure dans ce match-là. Une dans tout le match. Il y a eu 25 tirs bloqués pour Langnau. Donc, ils ont dominé, mais ils ont quand même dû bloquer 25 tirs. Ce qui peut expliquer les 17 shoots, finalement, à la cage aussi de Rapperswil. Exactement. Et puis, les étrangers de Langnau ont été, je pense, pour la première fois de la saison, aucun à plus de 20 minutes de temps de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Maxwell a joué 19-44 ce soir, messieurs. Petite soirée, presque une journée de congé pour lui. Lui qui a l'habitude de jouer presque 24 minutes par match. Tu dis ça, toi, 24 minutes par match, quoi. En moyenne. On va regarder ça ensemble après, mais... Ben, on va pas regarder ça après. Moi, je propose, regardez, Tout de si suite? ça vous va, bah oui, on peut lancer le débat, enfin le débat. En tout cas, c'est parti avec les temps de glace des attaquants. Quels sont les attaquants qui ont le plus grand temps de glace, Stéphane? Tu as sorti les 10 joueurs, en attaque, qui ont le plus gros temps de glace. Bien, regardez le tableau ensemble. Vous allez voir que Maxwell est premier. Maxwell, c'est l'étranger de Langnau, vient de le dire évidemment, avec une moyenne presque entre 23 minutes et demie, presque 23 minutes 40. Di Domenico aussi, surutilisé, 22-43. Donc là, ça va baisser un petit peu ce soir parce qu'ils ont joué un peu moins. Desharnais, depuis l'arrivée de Dubé, joue beaucoup, 21 minutes et 24 secondes. Winnick aussi, on le sait. Stahlberg joue également énormément depuis l'arrivée de Dubé, 20 minutes 34. Ensuite, il y a Arcobello, Pesonen, Moser, le seul Suisse dans les 10 joueurs les plus utilisés, des 10 attaquants ayant le plus grand temps de jeu. Moser est là, le 8e. Vous avez Kovar et Lajunen à tout juste aller à peu près 20 minutes et des poussières. Donc ça, c'est les joueurs suisses qui ont plus de 20 joueurs suisses. Les attaquants qui ont le
plus de 20 minutes de temps de jeu en moyenne par match. On ne compte pas les défenseurs là-dedans. Il y en a 10 dans notre championnat. Donc, c'est assez intéressant de voir. Et il y en a 3 de Langnau. 3 de Langnau, Serge. Ça, c'est plus étonnant quand même. Oui, c'est assez étonnant. Mais c'est là qu'on voit aussi que ceux qui sont le plus utilisés, c'est pas nécessairement seulement dans une fonction offensive, mais également dans une fonction également défensive, parce que sur ces 10 joueurs-là plus utilisés, on a seulement 2 qui sont dans les premiers marqueurs, qui sont Arcobello et Pessonen de Langnau. Alors, donc, les coachs n'hésitent pas justement à utiliser ces joueurs-là dans des missions également défensives et non seulement offensives. Parce que Maxwell, c'est vraiment un attaquant two-way, mais à Langnau, il accepte, pour avoir discuté avec Heinz Sellers de ça, il accepte d'avoir un rôle moins offensif, de jouer régulièrement contre le meilleur bloc adverse, de ne pas avoir les meilleurs alliés forcément pour aller marquer des buts. Il accepte ce rôle-là et Heinz Sellers adore ce genre de joueur. Et c'est pour ça qu'il l'utilise autant que ça aussi. Je suis d'accord, mais Patrick Opliger, il n'est pas dans la liste. Maxwell, non, mais on se dit quand même que là, si Langnau arrive en play-off, ils vont arriver avec une équipe cramée, c'est pas possible. Oui, ça c'est clair. Brûle tes meilleurs joueurs. Ouais. Moi, ce que j'aimerais juste encore dire, c'est qu'on voit qu'on a 3 joueurs de Langnau qui sont dans ce top 10. Et ça montre aussi un peu la qualité des joueurs dans l'ensemble de l'équipe. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de forcer sur ces joueurs étrangers, ces bons joueurs. Mais pour des joueurs attaquants d'avoir autant de temps de glace, c'est pas normal. Et un attaquant a besoin de beaucoup plus d'énergie qu'un défenseur. Et ces joueurs-là, en fin de saison, ils avanceront plus. Il n'y en a aucun de Lausanne, si je ne me trompe pas. Il n'y en a aucun de Zurich, aucun de Davos, aucun d'Ambry. Il y en a un de Zug tout juste au-dessus, à 20 minutes et des poussières. Et on peut même faire une petite comparaison vite avec la NHL. Ouais, j'ai regardé pour toute proportion. En NHL, j'ai regardé cette semaine. Bon, ça change évidemment parce qu'il y a quelques secondes. En Suisse, on en a 10 au-dessus de 20 minutes des attaquants. En NHL, il y en a 20 actuellement qui ont plus de 20 minutes de temps de jeu par match. Donc, si on a 12 équipes, 31 équipes, on peut dire que c'est presque les mêmes proportions, à peu de choses près. Et vous avez McDavid et Leon Draisaitl, les 2 attaquants de pointe, les 2 meilleurs marqueurs quasiment de la Ligue maintenant, qui jouent près de 24 minutes par match. Et eux, ils sont utilisés offensivement. Donc, à Edmonton, on surutilise nos 2 grandes vedettes. Les autres, c'est un peu comme ici, c'est entre 20, 22, 23. Mais à Edmonton, on surutilise vraiment Draisaitl et McDavid. Et je vais parler aussi des défenseurs. J'ai comparé aussi les défenseurs. En Suisse, on n'a pas fait la liste, mais en Suisse, il y en a 14 défenseurs qui ont plus de 20 minutes de temps de jeu par match en moyenne. Et en NHL, tenez-vous bien, il y en a 94. Donc, c'est beaucoup, c'est fois 6, à peu près fois 7. Et pourquoi? Parce qu'en NHL, il y a 18 joueurs dans l'alignement sur la feuille de match, et non pas 20. Ici, on joue souvent à 7 ou 8 défenseurs. C'est réparti. Ouais. Rarement à 6. Puis en NHL, c'est 6 défenseurs, et le top 4 joue en moyenne presque 25 minutes par match. Bon, Serge, il y a des breaks publicitaires, il y a la taille des patinoires. Ça change un peu quand même? Oui, ça change. Disons que le niveau d'énergie est différent qu'on déploie, je veux dire, sur les petites patinoires comparativement aux grandes patinoires. Je pense que sur les grandes, on doit plus patiner. Je veux dire, c'est plus exigeant au niveau cardiovasculaire. Il y a également, je veux dire, comme tu l'as mentionné, Alex, les temps morts de publicité, où c'est que les joueurs ont le temps de se reposer. Et puis, au niveau d'une réflexion additionnelle sur les 10 joueurs qui sont présents ici, avant le match de ce soir, il y en a quand même 7 sur la liste que leur équipe joue, qui est sous la barre en ce moment. Oui, donc on force un peu les leaders aussi, Patrick Opliger. On pense à Fribourg un petit peu, avec le temps de glace de Dernay qui a augmenté depuis que Dubé, entre guillemets, à la bande. C'est un peu pour dire, on est allé le chercher à prix d'or, entre guillemets, maintenant, vas-y. Fournir la marchandise, c'est un peu ça. Oui, mais on se met à la place de l'entraîneur aussi, qui veut aussi sauver sa peau. Serge va peut-être pouvoir le dire mieux que tout le monde ici, mais ils ont besoin de regarder aussi pour eux. Donc, on joue avec les meilleurs éléments, et puis c'est ce qui... Sur le court terme, c'est une solution qui peut être payante parce que, je veux dire, on obtient des résultats, on utilise, je veux pas dire, on surutilise ces joueurs-là, mais sur le long terme, je veux dire, il faut se rendre compte, comme entraîneur, on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin de tout le monde, ça va être important, je veux dire,
Parce que si on se souvient bien, si on regarde à chaque année l'équipe qui termine championne, c'est pas seulement une question d'étrangers, mais c'est souvent une question de profondeur. Et puis, c'est souvent les joueurs suisses qui vont t'emmener jusqu'au bout, à la toute fin. Et puis, ces genres de joueurs-là, je veux dire, ce genre de chimie-là, c'est ça qui est surtout important sur le long terme. Alors, ça va être intéressant de découvrir tout ça jusqu'à la fin. Mais cette équipe-là, ils pensent au court terme. Parce que eux, sa priorité, c'est d'abord de faire les playoffs. Gagner les playoffs, être champion, c'est un objectif très lointain. Disons qu'il y a certaines équipes et certains joueurs là-dedans que pour réussir leur saison, c'est déjà participer aux playoffs. Alors, exact. Ça change beaucoup. Ouais. Il reste un match, messieurs, ce soir, dont on n'a pas parlé. C'est le remake de la finale de l'année passée. Tiens, tu parlais de chimie. Ils ont dû sortir leur petit matériel de chimiste pour trouver la bonne formule ce soir, notamment du côté de Berne, parce qu'on était attendu au contour. On nous avait dit, et Tristan Chervet, après le match contre Lausanne, le 5-0 encaissé, qu'il fallait se sortir les pouces du fondement. C'est ce qu'ils ont fait pendant les premières minutes de jeu. Ils ont marqué 2 fois, en l'espace d'à peine 3 minutes. Patrick Opliger, Berne profitant, a mis une pression de dingue, finalement, sur cette équipe zougoise. Dès le début du match, ils ont mis une pression incroyable sur la défense zougoise. Et puis, ce qu'a dit Chervet avant le match, de devoir se sortir les pouces, les leaders l'ont fait. En début de match, ils ont pris leurs responsabilités. Et puis, ça a été rapidement 3-0. Ça a été rapidement 3-0. On a vu l'ouverture du score de Praplon. Praplon, on le retrouve en tant que passeur pour la réussite d'Alain Berger. On va essayer de changer ça, hein, Serge. Il y a 2 buts en 3 minutes. Dan Tongnes va prendre finalement son temps mort. Ça a servi à rien, là, finalement, à ce moment-là. Oui, ça ne servait à rien parce que Zug n'a pas vraiment réagi suite au temps mort, mais d'un autre côté, ça a peut-être un petit peu atténué l'hémorragie que Berne est en train de dissiper en ce début de match. Et puis après tout, ça a permis à Zug de rester dans le match. Oui, parce que Berne va marquer le 3e avec de grosses erreurs défensives, hein, même aussi, Stéphane. Des mauvais choix, on va dire, plus que des grosses erreurs. Oui, c'était pas un très bon début de match du côté de Zug. Regardez, on perd une rondelle, il n'y a plus personne, tout le monde est pris hors position. Et Giannoni non plus n'a pas été étincelant. Vous allez me dire, c'est des tirs de proche. Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose? Il se fait glisser entre les jambes. Faible ou pas faible, je vous laisse juger, mais je pense que lui, c'est le genre de but qu'il n'aime pas trop encaisser. Et là, tout à coup, il y avait une réaction. Mais là, les choses ont tourné. Oui, c'est le but de l'espoir, ça, Patrick Opliger. La Klingberg, là, voilà, c'est 3-0. Ça pourrait même faire 4-0 après ces 20 premières minutes de jeu. Et finalement, il y a ce but en breakaway. Klingberg, c'était le leitmotiv de la soirée, hein, du côté de Zug. Peu de choses près ce type de but. Oui, comme souvent d'ailleurs. Hein, c'est quelqu'un qui amène beaucoup d'énergie dans cette équipe. Ça fait une grosse différence d'aller dans le vestiaire avec un 3-0 ou un 3-1. On sait qu'on arrive à marquer des buts. On sait que Zug a eu des problèmes pour marquer des buts les derniers matchs. Ils arrivent à marquer, ça donne de l'énergie. Et puis, on a vu en deuxième période, surtout au début, que peut-être que Berne n'a plus joué autant bien qu'en première période, mais Zug sont revenus un peu. On a donné des breakaways du côté de Berne ce soir, on va le voir. Mais oui, on va le voir en deuxième période. En effet, c'est l'illustration parfaite avec le deuxième but zougois, alors que Berne est en supériorité numérique, début de supériorité numérique, et Niklas Schlegel qui va être battu entre les jambes. Serge. Ouais, on voit encore un échappé. On voit encore... on a parlé justement du travail de Hebert sur le repli défensif ce soir durant la soirée. Mais encore une fois, Hebert sur le côté gauche du power play triche. Il s'aventure trop loin en avant et puis c'est un puck perdu sur la ligne bleue et puis c'est un autre but en désavantage numérique pour Zug. Un des moments aussi dans cette partie en deuxième période, on vient de voir la charge de Johan Moran sur Arcobello et finalement la décision des arbitres va tomber. Pénalité majeure. Une très bonne décision à mon avis. 5 mecs match. Et Stéphane, tu voulais justement l'analyser, la décortiquer finalement cette punition parce que pour toi, je pense qu'il risque d'y avoir... Moi, je pense que oui. Bon, sur le live, quand on le voit avec la caméra principale, on dit « Oh, c'est terrible ». Après ça, on regarde le ralenti, on dit « C'est pas si mal ». Mais si vous la décortiquez comme il faut, vous allez voir qu'il saute et il projette son corps vers le haut du corps d'Arcobello. On va regarder sur la tablette, si vous voulez bien. Est-ce qu'on y est? Regardez bien. Arcobello va... Il sait très bien. Il vient de prendre sa quittance, là. Il sait qu'il arrive. Il fait son jeu.
Et là, regardez, il n'y a pas de stick on puck, donc Morin n'a jamais voulu essayer de toucher à cette rondelle ou quoi que ce soit. Regardez bien, il va y aller. Et là, il va extensionner. Regardez, il se fait tout grand et ses patins sont en train de décoller. Regardez, ses patins là, sont en train de décoller du sol. Il décolle. Regardez, là, il est dans les airs 5-10 cm facile et il projette son coude. Regardez son coude vers le haut du corps, vraiment, pour projeter la tête contre le... Regardez, là, il est vraiment dans les airs. Regardez, poum, poum, il protège, il écrase la tête d'Arcobello contre le plexi en se soulevant. Regardez bien, boum, soulevé, écrase la tête, le coude y était, tout y était. Geste très, très dangereux. Arcobello s'en est visiblement bien sorti, heureusement pour lui. Je pense à l'époque où il n'y avait pas de visière. S'il n'y avait pas de visière, les gars, il y a le nez qui est loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est vraiment... C'est charge à la bande, c'est par derrière. Bon, on ne va pas la considérer comme une charge par derrière parce qu'il sait que le train arrive, mais là, il ne peut pas s'attendre à ce que Morin il a le choix. Il peut juste le contenir ou l'appuyer. Il risque d'être suspendu? Oui, je Patrick? pense. Oui. Ah oui, bien sûr. Il saute, il a le coude qui est dehors. Pour moi, c'est clair qu'il va être suspendu. Serge? Suspension, pour moi, c'est clair. Aucun contact, aucune idée de récupération de rondelle. Élévation des patins et le coude qui finit sur la tête d'Arcobello. Donc, on a quand même 3 critères importants sur cette charge. Donc, pour moi, c'est une suspension. Et en plus, la caméra parfaitement placée pour avoir les images. Et ça, il n'y aura pas forcément de doute à ce niveau-là. Messieurs, on revient au jeu, parce que vous dites 5 minutes de supériorité numérique quand même pour Berne à ce moment-là. C'est le tournant du match, celui-là c'est fini pour Zug. Mais une nouvelle fois, 4 contre 5, Klingberg, c'est du copier-coller qui va pouvoir battre une nouvelle fois Schlegel dans cet exercice. Schlegel, s'il y avait un save à faire peut-être ce soir, c'était sur un des 3 échappés. Pour l'instant, au niveau échappé, Zug 3, Schlegel 0. Arcobello va pas très bien par Arcobello, mais notre ami Ebet n'a pas été très bon là-dessus non plus, à spéculer. Ils étaient de nouveau à la ligne bleue. Hein. Voilà. Et finalement, Berne et Tristan Chorvet, qui fait communion avec le public pour savoir faire le plus dur. Serge, vous menez 3-0. Bon, vous êtes quand même... C'est 3-3, marquez le 4-3, vous dites, ah, c'est bon. Je crois qu'un Berne en pleine confiance avec le but de Chervet maintenant à domicile, 4-3 en faveur de Berne, je crois que normalement, c'est suffisant pour remporter le match. Mais l'impensable se produit. Regardez, scénario Hitchcockien, comme on les aime. Empty net, il reste moins d'1 minute à jouer. Et Patrick Opliger, c'est l'ami Kovar qui va égaliser. L'homme des derniers instants, l'homme des 5 dernières minutes, l'homme de la dernière minute peut-être pour vous. Oui, il bien placé. On voit, il essaie de faire une passe au début, mais il va sur le rebond, un petit peu de chance. Schlegel qui n'est pas à son avantage sur cette image-là. Non, effectivement. Bon, il sort la canne, mais il laisse le puck sur place. Voilà, moi, ça va se terminer au tir au but, puisque rien ne sera marqué en prolongation. Et Simeone qui va finalement marquer le pénalty victorieux à Schlegel. Victoire de Zug au tir au but à Berne sur le score de 5-4. Et surtout, on a marqué les buts du côté de Zug ce soir, alors qu'on était en véritable disette offensive. En situation spéciale, on a marqué les buts. C'était pas en powerplay, c'était en piqué. Mais enfin bref, c'est déjà ça. De quoi peut-être rassurer le meilleur buteur du championnat, muet pourtant en ce qui le concerne. On va écouter Grégory Hoffman à l'interview. Grégory Hoffman, ce début de match, qu'est-ce qui s'est passé là? 3-0 en 10 minutes, vous étiez encore dans le bus? Ouais, on a mal commencé, ils sont arrivés fort les premières 10 minutes. On a laissé de nouveau des pucks dans le slot et puis ils en ont profité. On a bien réagi les dernières 40 minutes et prendre les 2 points, c'est important ce soir. Ce soir, vous attendiez presque d'être mené pour vraiment montrer ce dont vous étiez capable à 3-0, à 4-3? Non, c'est pas du tout ça. On ne veut jamais être mené. On veut toujours essayer de commencer les matchs. Malheureusement, là, on n'a pas bien fait ce soir, mais on a encore montré du caractère et l'envie de retourner ce match. Le but de Klingberg en fin de premier tiers nous a fait beaucoup de bien pour continuer. Et c'est bien que la pause elle arrive maintenant pour recharger un peu les batteries et travailler sur 2-3 détails et repartir après. Merci bien. Voilà, c'est la pause en effet, mais pour nous, on va passer maintenant, messieurs, aux 3 étoiles de la soirée.
Les 3 étoiles de la soirée, on commence avec l'ami Schmutz qui a été très bon en fin de match du côté de Langnau. Le doublé, mais oui, pour Julian Schmutz, pas forcément habitué à ça. Mais on l'a dit, Serge, ce soir du côté de Langnau, c'était pas forcément une fine gâchette habituelle. Et du coup, les seconds couteaux étaient aiguisés. Oui, Langnau qui a fait preuve de profondeur ce soir, qui a sorti l'artillerie des 3 et 4e blocs. Et puis, ça leur a bien réussi. Et du côté de Davos, pour la 2e étoile, quand Rantakari a de la peine à rigoler, eh bien c'est Palouchaï qui se marre, avec un doublé aussi, Stéphane. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas été transcendant, Palouchaï, mais ce soir, elle est allée de 2 très jolis buts, dont un deuxième, un tir sur réception plein lucarne. Bravo, c'est signe qu'à Davos, tout le monde prend le relais et c'est une équipe qui va bien. Et puis du côté de Zug, pour la 1re étoile, forcément Patrick, Karl Klingberg, puisqu'il a marqué un doublé là aussi, puis de penalty aussi, il a réussi son but. Ouais. Je dirais que surtout son premier but a été très très important pour les Zugois. Il a redonné de l'énergie pour cette équipe et puis le penalty, splendide. Ouais, Karl Klingberg, il a fait mal au CP Berne en tout cas ce soir. Messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée de National League, la dernière avant la pause de l'équipe nationale et 5 matchs au programme. Alors là, il y a une petite erreur parce que c'est bien Zurich, vous en rajoutez un 3 à droite pour la victoire ce soir. Le succès de Davos 4-3 face à Lausanne, celui de Bienne face à Lugano, la victoire de Langnau 4-1 face à Rapperswil et le succès, on vient de le voir, de Zug au tir au but face à Berne. Alors on espère que c'est juste du coup, parce que normalement c'est automatique au niveau du classement. Zurich, leader, ça, on est sûr, pas de souci. Vienne, Lausanne et Genève Servette avec 30 points. On retrouve Davos avec 25 points, mais 13 matchs, 6 de moins quand même que Zurich. Et ensuite, sous la barre, mais oui, le CP Berne, messieurs, on a la pause d'équipe nationale de CP Berne sous la barre, avec 2 matchs en plus même que Langnau et 2 points de moins. On joue également en Swiss League. Les résultats de cette soirée, le succès des Ticino Rockets face à Ajoie sur le score de 3-2. La pause arrive au bon moment, il ne va pas falloir abuser de la Saint-Martin. Viège 7-2 face à Langenthal. Zouy Academy qui s'impose 3-2 face à Winterthur. La Chaux-de-Fonds qui perd face à Sierre dans le derby 4-3. Ça va mieux pour Sierre après prolongation. 7-2, la large victoire d'Olten face à Cloton. Ça aussi quand même, c'est une surprise. Et 4-3 après prolongation. Le succès de Turgovie au classement. Du coup, logiquement, Ajoie reste leader, même nombre de points que Cloton. Viège 35 qui remonte, Turgovie aussi. Olten c'est serré, Langenthal a pillé un trou là face à la Chaux-de-Fonds. Et Sierre qui remonte 18 points, plus qu'un petit point pour être au-dessus de la barre. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Serge Pelletier, merci évidemment Patrick Opliger. Stéphane, un petit peu de repos, ça te fera du bien. Oui. Hein? Un petit peu d'air plus frais. À nous aussi, à moi aussi, je veux dire. Ouh là là, ça sent la fin. Mais c'est surtout pour vous rappeler encore la Deutschland Cup à suivre bien sûr sur MySports avec notamment le studio pour le 3e match. Ça sera dimanche, rendez-vous 10h40, prochain studio. C'est Bruno Curchot qui aura le plaisir de présenter ce studio. On arrive à la fin de ce Backcheck XXL. Très bonne soirée à tous. Merci à toute l'équipe. Bye bye. Ciao, ciao.